Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. En plus de 65 ans de carrière, vous avez signé 1500 chansons. Vous demeurez plus que jamais dans la note, à en juger par le succès de vos adieux, que vous prolongez pour un soir en attendant les suivants. Bonjour Jean-Jacques Debout. Bonjour Jacques. Alors, je vous ai reçu voici quelques mois lorsque vous étiez passé au bal Blomet. Ouais. Et là, ça a tellement marché que vous récidivez le 30 novembre au Café de la Danse. Voilà. On va en parler, notamment du programme que vous proposez. Mais je vous ai reçu plusieurs fois, mais j'ai encore trouvé de nouvelles choses sur vous pour évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 19 juin 1964. Ce soir-là, vous triomphez avec cette chanson. Nos doigts se sont croisés. La Rose d'Or à Antibes, oui, où il y avait ce soir-là Charles Level, Jacqueline Boyer, Franck Fernandel et Jean-Jacques Debout qui remporte la Rose d'Or. Oui, et Madame Legrand, la maman de Michel Legrand, qui amène depuis Paris dans sa voiture une petite jeune fille qui va devenir Chantal Goya. Oui, en fait, vous deviez la prendre à Paris et puis vous ne l'avez pas prise. Non. Elle est venue par ses propres moyens. C'est pas que j'ai pas voulu la prendre, mais mes partitions pour l'orchestration dirigée par l'orchestre de Raymond Lefebvre, il me manquait des partitions qui n'étaient pas finies d'être écrites, donc il a fallu que j'aille porte dorée avant de prendre mon avion, et là j'étais un peu paumé comme on dit, donc je me suis dépêché. Elle m'avait dit peut-être que je passerai, j'irai avec vous. Et puis elle a sonné, elle est tombée sur mon père qui lui a dit « Oh, mais vous savez, ça fait déjà 2 heures qu'il est parti. » Et là, comme la semaine d'avant, en me promenant avec elle devant la salle Pleyel, on est tombé sur Marcel Legrand, qui était la maman de Michel Legrand, et qui me connaissait. Et alors, je lui ai présenté Chantal, je lui ai dit Madame Legrand, je vous présente une amie, elle vit à Londres, et peut-être qu'elle va travailler pour Daniel Philippaki comme journaliste pour le journal Salut les copains. Et Mademoiselle Ashtandre. Et Mademoiselle Ashtandre. Et finalement, donc, elle vient là. Alors, cette Rose d'Or, c'était un événement à l'époque. Et vous avez gagné ce que vous n'auriez jamais imaginé au départ. Non, ça, pas une seconde. Et alors, quand j'ai eu fini ma répétition, donc la veille, il y avait Dario Moreno qui était là. Tout comme il y avait aussi dans l'hôtel les compagnons de la chanson, que j'aimais beaucoup. Il y avait Henri Salvador et sa femme que vous avez connue, Jacqueline. Alors elle me disait, tu sais, t'as une chance parce que j'aime beaucoup ta chanson. Même Henri m'a dit, elle est quand même pas mal sa chanson. Ah bon, alors. Et en même temps, l'arrivée de Chantal, tout d'un coup, je me dis. Et puis Dario Moreno, il m'avait dit au bord de la piscine, oh Jean-Jacques, moi si j'avais ta chanson, je serais sûr de gagner la Rose d'Or. Mais je lui dis, écoute, moi je veux bien te la donner si tu veux, parce que en réalité, moi je suis toujours très traqueur. Hein. Le trac m'habite beaucoup. Et je me disais, au fond, si Dario y croit tellement, ce serait mieux que ce soit lui qui la chante. Et puis, c'était presque fait. Et puis, je dis à Chantal qui venait d'arriver, j'avais qu'une envie, moi, c'était de partir à Saint-Tropez avec elle. Et alors là, Jacqueline Salvador me dit, tu sais, si jamais Claude Tabet apprend ça, je peux te dire qu'il va te faire un procès. Non, il faut que tu chantes, toi, ta chanson. Alors Dario, il était là, puis il disait, mais oui, c'est mieux. Et c'est comme ça que vous avez gagné. Alors, il se trouve que Chantal Goya est devenue ensuite, non pas journaliste, mais chanteuse. Elle était la brune de Daniel Philippaki. Et la blonde, c'était Sylvie Vartan. Bien sûr. Et il y a un duo avec elle qui est devenu mythique. Mais tourne, et puis l'on perd la tête. Ça tourne, est-ce que c'est la piquette ou bien le vent qui vous prend La peinture en couleur, ouais. Avec une évocation d'Auguste Renoir. Où j'incarne Renoir. Exactement. Et Renoir, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a commencé dans la vie en prenant des cours de musique avec Charles Gounod. Non. Si, à 13 ans, et Gounod lui a dit, vous êtes fait pour la musique. Et il a choisi la peinture. Ah oui, mais la peinture va avec la musique. Exactement. Hein? Et effectivement, la peinture vous a toujours passionné. Toujours. Et encore de plus en plus. Et d'ailleurs, si elle s'appelle Chantal Deguerre et est devenue Chantal Goya, c'est à cause ou grâce à la peinture. Oui. Et puis j'avais fait aussi une chanson à l'époque, ce qui faisait rire Charles Trenet, que vous avez bien connu. Parce que j'avais écrit une chanson qui s'appelait Les Mariés pour Juliette Gréco. Oui. Alors Charles, des fois, il me disait, alors,
t'as Goya d'un côté et t'as Gréco de l'autre. Et alors, tu vas avoir qui comme peintre maintenant, il me disait. Et c'est vrai que cette chanson est devenue une chanson mythique des Carpentiers. Vous avez collaboré chaque semaine à ces numéros 1 sans imaginer qu'il deviendrait mythique. Ah, à l'époque, je me rendais pas compte, hein. Parce que c'était un travail de fou, vous faisiez 12 chansons par semaine. Bah oui, c'est-à-dire chaque lundi après-midi, on se réunissait là-bas devant le jardin du Luxembourg. Rue Guinemer. Oui, rue Guinemer. Au dernier étage, et au premier étage, François Mitterrand avait habité pendant quelques années. Bah oui, ça, je n'avais pas rencontré encore, mais... Et puis... Et puis, il se trouve... Et puis c'était formidable, parce qu'il y avait Jean Poiret, il y avait Jacqueline Maillan, il y avait tout d'un coup Jodassin qui arrivait, Jacques Martin, et puis on mélangeait tout, et puis moi je disais, ben voilà, ça commencerait comme ça. Et puis il y a eu un jour où Maritime a confié le fameux numéro 1 spécial pour Sylvie Vartan, que j'ai appelé « Je chante pour Soigny ». Et Maritime a dit, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Et ce numéro 1 a eu tellement de succès qu'il est repassé, je sais pas, à l'époque, je ne sais pas combien de fois à la télévision. Mais à chaque fois, c'était un travail énorme, faire 12 chansons par semaine. Oui, mais vous savez, on se rendait pas compte. On fonçait. Et c'était entre amis, il n'y avait pas 15 agents et attachés de presse qui étaient derrière vous. Non, puisque j'avais écrit à l'époque une chanson qui s'appelait Harry, qui était l'histoire de 2 soldats américains qui sont à Paris au moment de la libération. Et puis ils voient une pin-up sur un camion qui exhibe ses jolies jambes. Et puis j'avais demandé à Johnny qu'il fasse un GI. Et puis Sardou était là. Alors, et Michel, il me dit, et moi, bah, je lui dis, toi, tu vas faire le copain du GI. Et puis tu dragues la fille aussi qui est sur le camion. Alors, ah bon et je lui dis, oui, mais tu seras libre demain à 3h pour venir au studio pour l'enregistrer. Et je connaissais même pas sa tonalité ni rien. Il est venu, il n'y a pas eu d'histoire. Aujourd'hui, tu peux plus faire ça. T'as 3 agents différents, faut s'adresser aux agents, machin, c'est... Et le lendemain, il était là. Et la séquence a eu un succès fou. Du reste, j'ai repris la musique après pour aller faire, pour m'en servir pour Allons chanter avec Mickey. C'était la même musique. Et il se trouve aussi qu'il y a un gros succès dans votre répertoire, mais on ne sait pas que c'est vous qui chantez. J'aime bien Johnny, Françoise et Sylvie, et tous les jeudis en surprise party. Oh là. Chouchou dans Salut les copains, qui était la mascotte de Salut les copains, oui. Un petit personnage qui ensuite a été vendu sous forme de porte-clés, de posters et autres. Et cette chanson, qui est le premier 45 tours de Chouchou au temps de Salut les copains, c'est vous qui chantez et votre voix a été accélérée. Eh ben, je m'en souvenais plus. Voilà. Parce que c'est vrai que je la reconnais pas, là. Enfin. C'est votre voix accélérée, vous aviez écrit la chanson. Et c'était au temps de Salut les copains. Ben vous me connaissez mieux que je ne me connais, alors. Hein? Mais à l'époque, on pouvait tout faire. Parce que tout. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que Chouchou, ça a été un moment, ça a été quelque chose d'important. Ah oui. Et le personnage qui a inspiré Chouchou, c'était un directeur d'une maison de disques, Claude Lemoine, et c'est le père de Jordi. Ah, Jordi, que j'avais vu à New York un jour. Oui. Et à l'époque, Jean-Marie Rivière venait de monter un spectacle, une revue. Oui, qui s'appelait Captain Banana. Oui. Et puis j'ai amené Jordi avec son père et sa mère. Et puis Jean-Marie se demandait ce qu'il faisait là à New York. Alors il l'a mis sur scène et puis il avait chanté sa fameuse chanson de l'époque. Exactement, le dur d'être un bébé. Dur d'être un bébé. Et puis il y a quand même un événement dans votre jeune carrière dans ces années-là, c'est la photo du siècle prise par Jean-Marie Perrier. Vous êtes sur la photo du siècle. Jean-Marie à qui je dois beaucoup de choses. Je lui dois de m'avoir regonflé le moral parce que je suis pas quelqu'un qui moralement est toujours au zénith du moral. Et il a toujours été fidèle. J'adore Jean-Marie. C'est quelqu'un de fidèle qui à l'époque, et je le vois moins maintenant bien entendu, puisqu'il habite maintenant il habite dans le sud. Mais il m'a toujours donné des très bons conseils. Et puis il avait ce côté, si la photo, par exemple, plaisait pas toujours à l'artiste qu'il avait photographié, il lui montrait.
Il lui imposait pas des photos comme maintenant on t'impose tout. Tu peux être photographié en tirant la langue, ça les dérange pas, ils font paraître la photo. Bon, Jean-Marie, non. Jean-Marie, c'est un chef-d'œuvre, c'est un grand photographe, un grand artiste. Et cette photo du siècle, Johnny était au dernier rang, le plus grand. En fait, pour être le plus grand, on avait mis une petite échelle en dessous, et il y avait 2 marches de plus, je crois. Absolument, ouais. On n'imaginait pas que cette photo serait la photo du siècle à l'époque. Je suis entre Serge Gainsbourg, oui, avec qui je faisais du cabaret, puisque Cora Vauquer venait de reprendre ce cabaret que vous avez forcément pas connu, mais entendu parler, qui s'appelait à Montparnasse. Oui, tout à fait. Où Johnny et Charles Trenet ont démarré. Absolument. Voilà. Et moi, je chantais Les Boutons Dorés, et Serge chantait Le Poinçonneur des Lilas. Et après, je l'attendais, et on traversait la rue, et on allait dîner à la Coupole. Et puis, alors, toutes vos chansons ont été des succès. Il y en a une qui a eu moins de succès, mais pour ceux qui vous aiment, c'est une des plus belles chansons que vous ayez écrites et composées. Elle a les plus beaux yeux du monde, ses lèvres sont les plus jolies, son sourire à chaque seconde changeait. C'est vrai, cette chanson, elle a un public. Oui. Mais j'avais écrite à la terrasse enfin, l'idée m'en était venue, à la terrasse du Café de Flore. Oui. Du reste, c'est le Café de Flore. Quand je parle du Café de Saint-Germain-des-Prés dedans, c'était une petite Américaine qui était un peu, pas perdue à Paris, mais j'avais compris qu'elle venait de rompre avec son petit copain, qui était un Français, que j'ai rencontré par la suite. Je sais pas comment il savait que je l'avais rencontré. Et en fait, elle était magnifique, elle avait un beau sourire et tout. Et moi, j'avais envie de l'emmener voir des coins de Paris qu'elle connaissait pas encore. Et puis au bout d'une heure et demie, elle est repartie. Il fallait qu'elle se prépare pour aller reprendre un avion qui la ramenait aux États-Unis. Et j'en ai fait cette chanson. Voilà. Et les chansons comme ça naissent comme ça sur une idée. Vous mettez au piano, c'est arrivé plusieurs fois, et la chanson est faite quelques minutes plus tard. Oui, mais en général, ce sont les meilleures chansons, ça. Enfin, en général, ce sont les chansons qui touchent aussi le public. Et vous en avez fait plus de 1500, c'est énorme. Oui, mais parce que pendant 11 ans, j'ai quand même fait entre 14 et 16 chansons, enfin, pour les Carpentiers. Enfin, on dit Mariti, Gilbert. Et puis, plus pour des artistes que je connaissais qui me demandaient des chansons. Alors, pendant 11 ans, les Carpentiers, plus les disques, plus tout ça, ont fait qu'un jour, je me suis retrouvé, c'est vrai. Mais comme en ce moment, j'ai un problème à cause du Café de la Danse, parce que dans les anciennes et dans les nouvelles, on en parlera tout à l'heure, enfin les nouvelles qui ne sont pas des nouvelles chansons, mais je vous expliquerai pourquoi je reprends des chansons des Guinguettes. J'avais enregistré ça il y a une quinzaine d'années, les grands succès des Guinguettes. J'avais eu envie de les enregistrer parce que, comme moi je suis né en 1940 et qu'on a été tout de suite à Saint-Aignan-sur-Cher chez ma grand-mère, qui avait un petit presbytère à Cégy, exactement. Cégy, qui est une petite bourgade qui est juste à côté de Saint-Aignan, qui touche Saint-Aignan. Il y avait une île-plage, l'île-plage de Saint-Aignan, devant laquelle Marcel Dassault avait construit une maison qui s'appelait le Clos Dassault. Et je le revois, lui, se promenant sur cette île-plage avec sa femme et des petits-enfants vraiment en bas âge. Eh bien ça, on en reparlera tout à l'heure parce que entre-temps, il y a eu d'autres choses, d'autres chansons pour les autres et on va les évoquer à travers la date du 30 mai 1965. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Jacques Debout. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Jacques Debout. Le Café de la Danse, le 30 novembre, une date à ne pas manquer puisque c'est une fois de plus vos seconds adieux sur scène avant les suivants. Alors, on a évoqué vos débuts dans la chanson, mais vous avez écrit 1500 chansons, dont beaucoup pour d'autres. Et le 30 mai 1965, dans Discorama, Denise Glaser, une jeune chanteuse interprète pour la première fois ce qui va devenir un succès du hit parade. C'est ma sœur qui a tout rapporté à maman. Christine Lebaille. Christine Lebaille, La permission de minuit, une chanson de Jean-Jacques Debout qui a été un gros succès du hit parade. Oui. Et un gros succès de radio. Exactement. Ouais.
Et elle avait eu un premier succès avec si les livres d'école parlaient d'amour. Et vous avez écrit cette chanson pour cette jeune chanteuse qui faisait partie de ce qu'on appelait le temps des yéyés. Oui, c'était une yéyé, mais mignonne comme tout. Et elle avait été remarquée à la suite de Radio Crochet. Elle avait enregistré un 45 tours. Et comment ça se fait qu'on vous proposait comme ça des chansons pour elle et pour d'autres? Mais à l'époque, c'était Lucien Maurice qui m'avait contacté en me demandant de passer le prendre à, on peut le dire, à Europe numéro 1 oui. qui dirigeait. Oui. On a été dans le petit café à côté de la station. Et puis il m'a dit, voilà, j'ai repéré une jeune fille, petite jeune fille qui chante, je la trouve bien. Est-ce que tu peux pas... parce qu'il travaillait avec Daniel Philippaki, Daniel venait d'être nommé directeur des disques RCA à l'époque. Alors, on lui cherche des chansons, est-ce que tu veux pas lui en écrire une ou deux? Et c'est comme ça que je lui avais écrit La Permission de minuit. Exact. Et La Permission de minuit, à l'époque, c'était quelque chose d'important. Ça a très bien marché. Oui. Non, mais surtout pour les familles, les enfants n'avaient pas le droit de sortir après minuit, ce qu'on ne peut pas imaginer. Parce qu'il pouvait prendre... Même Chantal, son père n'était pas aimable si elle dépassait minuit, quand elle habitait rue Pelleport. Oui, chez son père. Elle me disait, il est très dur, il est très dur. Sa maman était plus cool, mais il paraît que son père piquait des crises terribles, elle me dit. Et puis, à cette époque-là, vous avez écrit des chansons pour Franck Alamo, pour Chantal Kelly, qui vit aujourd'hui en Corse, élève des animaux. Oh, elle était gentille. Dany Saval, vous avez écrit pour Dany Saval. Oh, j'adorais Dany, mais je l'aime toujours, Dany Saval. Elle chantait à l'époque. J'étais à l'école avec elle, j'étais au cours Simon avec elle. Et puis on rentrait en métro tous les deux. Et puis dans le métro, à l'époque, les gens faisaient un peu la gueule, ils trouvaient que le métro allait pas assez vite, ou alors des fois même ils tombaient en panne entre deux stations. Alors moi, pour détendre un peu l'atmosphère du wagon, j'aurais imité Luis Mariano dans Mexico. Et Dany, elle me disait, mais tais-toi, mais tu te rends compte, on va se faire remarquer et tout. Et quand je la rencontre et quand je la revois, elle me dit, tu te souviens quand tu chantais Mexico dans le métro et tout. Vous aviez écrit 24 heures de toi pour elle, et puis À les hommes pour Mireille d'Arc. Oui. Vous avez fait chanter Mireille d'Arc. Oui. Un jour, dans une émission de Raoul Sangla. J'adorais Raoul Sangla, qui était le réalisateur de Denise Glaser. Exactement. Et puis il y a aussi Georgette Lemaire, l'un de ses grands succès, l'un de ses rares succès, c'est Les Tambours, que vous avez écrit aussi. Les Tambours, et Vous étiez belle, madame. Exactement. Dont Pascal Sevran avait fait les paroles. Et moi, la musique. Et puis il y a Dany aussi, à ses débuts, Le Petit Lapin. Oh, les petits lapins. Dany, c'est moi qui l'avais ramené de Perpignan à Paris. Et puis, à Paris, je lui ai présenté Jean-Marie Rivière, qui à l'époque n'avait pas encore ouvert l'Alcazar. Et Jean-Marie, il lui disait, mais je vais vous prendre pour mener une partie de ma revue et tout. En fait, elle a plu tout de suite à Jean-Marie, qui l'a fait chanter dans sa première revue à Saint-Tropez, qui faisait depuis le balcon du Café des Arts sur la place à Saint-Tropez. Avant de trouver une imprimerie désaffectée qu'il a transformée en l'Alcazar de Paris. C'est ça. Et là aussi, vous étiez là tous les soirs pour assister, parce que c'était une folie. Puis j'avais écrit un final, j'avais écrit une ouverture. On se partageait un peu les chansons avec... avec Frédéric, formidable. avec Frédéric. Frédéric Botton. Exactement. Mais oui. Et vous avez écrit Paris-Broadway pour Minka, qui était la danseuse vedette de l'Alcazar. Paris-Broadway, si tu vas... Ah oui. Et puis, vous avez écrit aussi une chanson pour une des sœurs de Céline Dion, Claudette Dion. Oui. Ça s'appelle Pour cet amour. Ah oui, Pour cet amour, oui. Ça aussi, comment vous l'avez rencontré? J'ai rencontré parce que Barbara m'avait emmené chanter avec elle pendant 2 mois à Montréal, dans ce qu'on appelait une boîte à chansons, qui s'appelait Le Patriote. Et un soir, il y a une jeune fille très gentille qui est venue et qui m'a dit, vous pourriez pas m'écrire une chanson? Et là-bas, Barbara avait une chambre qui touchait à la mienne et elle avait fait mettre un petit piano droit. Et je lui avais dit, écoutez, je pense que demain soir, la chanson sera finie. Et je lui avais écrit sur le piano de Barbara, dans la chambre de l'hôtel La Salle, là-bas à Montréal, j'avais écrit cette chanson. Et un jour, c'est Robert Charlebois, que je connais bien, et qui venait nous voir même chanter là-bas souvent, avec qui on allait dîner avec Barbara et lui, qui m'a dit, mais tu sais que ta chanson marche bien, elle passe à la radio, on l'entend, c'est très bien, tout.
Et je lui disais, mais c'est pas vrai. Et c'est Robert Charlebois qui m'avait ramené le disque. Moi, j'avais même pas le disque à Paris. C'est Robert qui me l'avait ramené. Et puis il y a une autre chanson que tout le monde connaît, qui a traversé les générations, et la musique est aussi de vous. Comme le disait la Mistinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait et c'est très bien comme ça. Comme le disait la Mistinguette. Et là aussi, personne ne sait que vous avez écrit cette chanson, composé cette chanson pour Dalida, Jean-Jacques Debout. Oui, et c'était encore pour un numéro 1 de Mariti et Gilbert Carpentier. Et puis, j'avais peur parce que je la connaissais bien, Dalida. J'avais déjà fait 4 tournées avec elle dans ses premières parties. Elle me prenait souvent dans ses premières parties. Mais c'était une telle vedette. Évidemment, le mot vedette, ça veut dire beaucoup de choses et en même temps, vous le savez, pas grand-chose. Enfin, c'est quoi une vedette, hein? Mais Dalida, c'était vraiment une artiste qui appartenait à la vie du public. Déjà, quelque part, moi je lui disais, tu sais, elle me rappelait un peu les rapports qu'avait Édith Piaf avec son public. Piaf n'avait pas un rapport normal avec son public. Les gens allaient voir Édith Piaf comme s'ils allaient voir chanter leur sœur ou leur fille. C'était plus fort que d'aller voir un artiste. Et Dalida avait ce même phénomène avec elle et le public. Et elle aurait été une excellente meneuse de revue. D'ailleurs, elle préparait avant sa mort une revue à partir de la vie de Cléopâtre. Ah oui. Et elle aurait été formidable. Et le Casino de Paris, justement, Mistinguett a fait les beaux soirs du Casino de Paris au lendemain de la Première Guerre mondiale, en remplaçant Gaby Delis, qui était une chanteuse qui avait disparu, et qui était venue avec Harry Pilser, un danseur de New York, qui a inventé le jazz à Paris. Ah mais je l'ai connu, lui. Oui. Qui a continué à... Je l'ai connu parce que c'était un grand ami de Charles Trenet. Exactement, il se voyait souvent à Deauville. Voilà. Et il se trouve que vous avez composé une revue pour le Casino de Paris, la revue de Roland Petit, qui a été une de vos premières revues aussi. Ah oui, c'est ma première revue importante. Et puis alors là, ce qui était formidable, c'est que Roland Petit m'avait dit, venez tous les jours à partir de 2h, car il y aura un couturier qui va faire des dessins sur vos chansons, sur les nouvelles chansons que vous allez écrire pour Zizi Jeanmaire. Et puis ce couturier, c'était Yves Saint-Laurent. Exactement. Avec qui j'ai lié une amitié indestructible et avec qui j'ai eu la joie de pouvoir travailler. Et cette revue a duré 2 ans et demi. Elle est restée à l'affiche 2 ans et demi. Ce qui est un record pour l'époque. Exactement. Et puis, il se trouve aussi qu'il y a une chanson qui a traversé les générations. Car Capitaine Flamme, les enfants d'aujourd'hui connaissent, et c'est de Jean-Jacques Debout. Oui. C'était Bruno Huchez, c'est lui qui avait aussi lancé Goldorak. Oui. Et puis un jour, il m'appelle, il me dit, voilà, je viens d'acheter une série, il y a 59 épisodes, et ça va s'appeler Capitaine Futur. Et moi, c'est marrant. Est-ce que vous pouvez me faire la chanson? Parce qu'il y a une chanson en japonais qui n'est pas du tout faite pour les oreilles des Français. Et comme j'avais déjà un peu travaillé pour lui, pour Chantal aussi, alors c'était pour lui que j'avais fait Booba. Oui. Qui avait bien marché. Alors il m'avait rappelé pour ça, et puis je lui dis, est-ce que vous pouvez pas changer, on peut pas changer le nom, au lieu de l'appeler Capitaine Futur, je voudrais l'appeler Capitaine Flamme. Il m'avait dit, oh, si vous voulez, si ça vous rend service pour la chanson, bien sûr. Et c'est comme ça que, un dimanche matin, je me rends au studio du Palais des Congrès chez Jean-Claude Dubois, et puis je commence avec mes musiciens à écrire la chanson, et c'est devenu ce que vous venez de passer. Oui, chanté par Richard Simon, oui. Et c'est devenu un de vos plus grands succès. Ah, ça a été dans le monde entier. Oui, et puis il y avait 56 épisodes qui à chaque fois le jouaient. Exactement. Et d'ailleurs, au départ, Capitaine Futur, c'est une revue trimestrielle avec un héros fictif dans les années 30, un mutant doté de pouvoirs comme être invisible ou être télépathe. Et c'est à partir de ça que les Japonais ont adapté la série, qu'ensuite vous êtes arrivés. Ben oui. Alors ça, c'est le passé hors chanson, mais le passé chanson avec notamment le Café de la Danse, on va l'évoquer à travers une autre date, le 9 décembre 2013. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Jacques Debout.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Jacques Debout. Une date importante à retenir, le 30 novembre au Café de la Danse à Paris, un récital, un concert Jean-Jacques Debout après le succès du Bal Bleu. Mais dépêchez-vous de prendre des places parce que je crois que ça part très très vite, hein, Jean-Jacques Debout. Il en reste quelques-unes encore. Enfin, ce matin, on m'a dit il en reste une quarantaine. Bon, alors dépêchez-vous. Alors, il y aura dans ce concert une première partie qu'on évoque à la date du 9 décembre 2013. Le cadeau de Noël de 2013, ça a été un album où vous évoquez une époque d'insouciance au bord de la Marne. Sous le soleil des guinguettes brille le plafond de la fête. Ses rayons balaient nos têtes qui tournent au son de l'orchestre. Cet album des Guinguettes, ça a été un énorme succès, Jean-Jacques Debout. Oui, puisque j'ai atteint pas loin le chiffre de 1 million de ventes, ce qui est quand même... et c'était un double album. Oui. Enfin, il existe toujours chez Sony Music. Et il se vend toujours. Il y a toujours des gens qui le commandent et qui le demandent. Et comment est née l'idée? L'idée, j'étais en tournée à l'époque dans la tournée H Tendre. Et ce jour-là, on chantait sur un bateau à Istanbul. Sur un bateau qui restait 2 jours à Istanbul et qui après prenait la mer pour aller visiter toute la mer Égée. Et là, il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Gors, Oui. qui à l'époque travaillait chez Sony Music. Et puis, on nous avait mis une pièce dans le bateau pour les artistes, pour qu'on puisse rigoler entre nous et puis manger un petit truc. Parce que le spectacle durait 4 heures hein, sur le bateau. C'était une époque où, vous savez, il y avait 30 artistes qui chantaient. Et puis, à un moment, il me regarde et il m'écoute. Et puis, je sais pas, j'étais avec Hervé Villard, en train de rigoler. Je lui disais, celle-là, tu t'en souviens de cette chanson-là? Alors il me disait, parce que Hervé, c'est un puits de science de chansons, il connaît tout. Hein. Alors, je lui disais, et celle-là? Puis on était arrivé à un moment où je lui chantais Domino, et puis Cerisier rose et Pommier blanc. Et je lui dis, tu sais, moi j'adore ces chansons-là, parce que j'avais 6 ans sur l'île plage de Saint-Aignan, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec l'orchestre de Roger Guillet. Et il me faisait monter à côté de lui pour chanter Cerisier rose et Pommier blanc, Domino, et toutes ces chansons des Guinguettes qui ont fait chanter la France et danser la France, et qui les a aidés à oublier les horreurs de la guerre qu'on venait de vivre. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'est né cet album. Les Guinguettes, d'ailleurs, ça vient du mot guinguet, qui désigne un petit vin blanc aigre et bon marché, produit en Île-de-France. Ça vient de là. Alors, ça tombe bien, moi qui vis dans le Berry, ça tombe bien. je vais en faire. Donc, vous avez fait un album d'ailleurs, et vous allez évoquer certaines de ces chansons au Café de la Danse. Ah oui. Oui, parce que c'est... d'une part, ça me fait plaisir, parce que c'était les chansons... C'est ces chansons-là qui m'ont amené un jour à vouloir écrire des chansons et à chanter. Et je leur dois tout à ces chansons des Guinguettes. Parce que tout gosse, ma grand-mère m'emmenait avec ma mère sur l'île plage de Saint-Aignan, et c'est là où je les apprenais. Et c'était des chansons où vous accompagniez à l'accordéon, Oui. et où c'était la fête permanente. Tout le permanent, mais bien sûr. Donc, vous en avez choisi certaines que vous chanterez au Café de la Danse, dont celle-ci. C'est la Java bleue, C'est là qu'a fait la Java la plus belle, celle qui ensorcelle et que l'on danse les yeux Chanson dans du les film Une Java, qui a fait le retour de Fréhel en 1938 après une période très difficile. Et cette chanson, elle vous a marqué. Oui. Ma mère écoutait beaucoup Fréhel. À l'époque, c'était des phonos à manivelle. Oui. Et elle avait des disques de Fréhel. Et alors, moi, j'étais petit, mais j'écoutais la voix de Fréhel qui me prenait comme ça. Et j'ai même parlé de Fréhel un jour où Edith Piaf m'avait invité Boulevard Lannes pour me présenter Théo Sarapo, Oui. qu'elle allait épouser. Et on a fini la soirée en parlant de Fréhel, figurez-vous. Fréhel était une immense star juste après la guerre. Elle était très liée, je dirais, avec la cousine du tsar. Et avant 1917, elle est partie en Russie, où elle donnait des concerts incroyables jusqu'à la chute du tsar. On lui lançait un bouquet de fleurs, il y avait un diamant dedans. C'était hallucinant.
Et elle a fini Comme au tristement. Louvre, alors. Oui, exactement. Et elle a fini tristement. Mais c'est vrai que les guinguettes, pour vous, c'est aussi une période de votre vie, parce que vous êtes promené dans les guinguettes, même du côté de Nogent. Bah, j'ai habité. Au début, quand j'ai rencontré Chantal, on avait loué un pavillon à Nogent, qui n'était pas très loin de chez Gégène, et on y allait dîner très souvent. Alors, dans le pavillon, il y avait mon copain Roger Dumas, qui à l'époque venait de se marier avec Marie-Josée Nat, la petite comédienne si belle et talentueuse. Et alors, Roger, il me dit, je sais pas où habiter. Il voulait déménager de là où il était. Je lui ai dit, écoute, viens à Nogent. On a loué un pavillon. Il y a 3 étages. Tu vas prendre un étage. Et puis voilà, c'est là que Chantal, un jour, a été appelée par Jean-Luc Godard pour tourner masculin-féminin. Exactement. Et ces guinguettes, aujourd'hui, Gégène, les propriétaires ont disparu, donc elle est fermée pour l'instant. Ah bon ? Dans l'attente d'un nouveau propriétaire, parce que ça fait partie des choses importantes. Et puis, à côté du Café de la Danse, il y a le Balageau de Jo-France, qui était aussi un lieu, comme dans les guinguettes, où l'on dansait au son de l'accordéon. Que j'ai très bien connu, parce que j'allais au Balageau en douce avec mon copain Jean-Paul Goud. On y allait le samedi après-midi. On devait être à l'époque en 53-54. Hein. Et ce qui était formidable au Balageau, c'est qu'il y avait de tout. Il y avait le musette, il y avait aussi des jazzman, il y avait le fameux Tony Murena, qui dirigeait en fait toute la partie musicale du Balageau. Et alors, j'ai vu aussi des grands musiciens de jazz y jouer. Et puis, il y avait des artistes qui étaient attirés par le Balageau parce que c'était un endroit artistiquement important pour la musique, pour tout, pour plein de choses, pour des rencontres. Et j'ai toujours aimé la rue de Lappe. De toute façon, c'est là qu'est né le magnifique Francis Lemarque, dont je vais chanter Rue de Lappe. Qui est une des chansons de Francis du Balageau. Ouais. Et le Balageau, c'était Jo-France qui ensuite a sauvé le Moulin Rouge en le reprenant après la guerre avec des artistes comme Lynn Renaud et quelques autres qui venaient chanter. Bah, c'est formidable. Et Charles Trenet donne des récitals aussi au Moulin Rouge. Et Charles Trenet, bien sûr, vous allez l'interpréter comme dans cet album des Guinguettes. C'est la romance de Paris, au coin des rues, elle fleurit, ça met au cœur des amoureux un peu de rêve. Un film de Jean Boyer, Romance de Paris. Et là aussi, ça fait partie de vos souvenirs. J'adore cette chanson. Pourquoi ? Parce que je trouve que le texte est sublime. Le texte, si on l'écoute vraiment, c'est une histoire d'aujourd'hui, quoi. Exactement. Comme toutes les chansons de Trenet, qui n'ont pas pris une ride. Et oui, et d'ailleurs, quand il a fait le Châtelet, il a demandé à 12 accordéonistes de venir l'accompagner au Châtelet pour la Romance de Paris. Je me souviens, maintenant que vous me le dites, oui, je me souviens. Mais c'était un phare, Charles Trenet. Hein, il nous a bien éclairé. Je veux dire, il a éclairé le monde de la chanson d'une façon extraordinaire. Et puis, encore une fois, il a été le premier à vous découvrir. Ah oui, c'est lui le premier qui m'a dit « Vous devriez chanter à Montmartre ». Un concours de chant organisé par le journal L'Humanité, parce que la maman de ma maman, c'est-à-dire ma grand-mère maternelle, rue du Croissant, dirigeait l'imprimerie de l'Humanité, c'est-à-dire elle prenait son service à 9h du soir et elle n'en sortait qu'à 2h de l'après-midi. Et j'allais chez elle, j'avais une petite chambre à côté de la sienne, et parce que à Saint-Mandé c'était bien, mais je rigolais moins que rue du Croissant où il y avait les petites baraques et puis les grands boulevards. Puis elle avait toujours des places pour aller à l'ABC. C'est comme ça que j'ai assisté à la création de la route fleurie à l'ABC avec Annie Cordy, Bourville et Georges Guettari. J'ai connu tous ces gens-là, j'étais encore un gosse. Et puis dans ce récital, dans cette soirée donc au Café de la Danse, il y a un autre air connu que vous allez interpréter. La tour Eiffel avec sa pointe qui monte au Une chanson de Jacques Elian qui a commencé dans l'orchestre de Raymond Legrand, le père de Michel Legrand, avant de monter son grand orchestre avec Fleur de Paris et Paris Tour Eiffel. Où il y avait Irène de Tréberg. Exactement, il y avait Zappy Max et Ginette Garcin qui débutaient dans cet orchestre. Bien sûr. Et là, cette chanson est importante pour vous aussi. Oui, très, parce que cette chanson m'a fait rêver quand j'étais enfant. Je la chantais à Saint-Aignan, sur l'île Plage. Et si je reprends ces chansons-là, évidemment que quand je suis allé voir le Café de la Danse, tout de suite, j'ai pensé à ces chansons-là. Je me suis dit, tu peux pas aller chanter au Café de la Danse et ne pas remettre ces chansons de ton enfance
qui ont fait partie, qui ont été vraiment le choc du départ pour la chanson. Exactement. Et il y avait Jean Marco qui était l'interprète de ces chansons, un chanteur de charme qui a ouvert la boîte. Qui s'est tué malheureusement après avoir chanté à Saint-Aignan. Exactement. Il s'est tué parce qu'il y avait une roulotte qui n'était pas éclairée en pleine nuit. Et elle n'était pas éclairée, il ne l'a pas vue, il est rentré dedans, il est mort sur le coup. C'est vrai que Jean Marco a été quelqu'un de très important pour vous, mais toute cette époque, il y avait des créations qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. La musique a changé déjà. Enfin, c'est plus tout à fait les mêmes chansons. Mais moi, je pars du principe, comme vous, je pense, qu'à partir du moment où une chanson est bien née, bien écrite, il n'y a pas de mode pour une chanson. C'est la mode qui se démode, mais pas la chanson. Oui, et c'est le cas de Chantal Goya, parce que quand vous voyez aujourd'hui le succès de Chantal Goya sur scène, qui remplit des zéniths, ce que vous n'imaginiez pas voici quelques années. Non. Très franchement, non. Non, je n'imaginais pas. Je pensais même pas, non. Je pensais qu'elle était bien, parce que je m'étais rendu compte qu'elle s'accrochait. La pauvre, à l'époque, elle était... je vais vous raconter juste très vite comme ça. Son premier disque, c'est Bien Bernard, le plus vénard de la bande. Oui. Elle savait pas où démarrer la chanson. Daniel Philippaki lui avait donné un guitariste, Bobby Baker, qui avait été le guitariste d'Elvis Presley. Il l'avait engagé pour 3 ans à Paris pour faire des arrangements pour ses artistes, pour sa maison de disques RCA. Et puis, dont Chantal. Et dans le studio, moi, évidemment, j'étais comme d'habitude, très nerveux et en même temps un peu dépressif. Et puis, je me disais... Et puis, elle n'arrivait pas à démarrer au bon endroit. Et là, il y avait un garçon qui était là et qui était ami avec le guitariste Baker. Bobby Baker. Oui. Et... ce garçon, il me dit, oh, mais vous savez, moi, je vais me mettre à côté d'elle, vous allez me donner un casque, je vais lui pincer le bras au moment où elle doit commencer à chanter. Et ce garçon, c'était Joe Dassin. Il va devenir Joe Dassin. Et c'est ça, parce que cette chanson est tout de suite rentrée au hit parade, et du jour au lendemain, Chantal Goya est devenue une vedette de la chanson des jeunes, mais elle n'imaginait pas qu'un jour elle deviendrait la vedette des enfants. Et là aussi, c'est votre esprit, parce que pour inventer tous ces spectacles depuis 50 ans, là aussi, c'est un esprit très particulier, Jean-Jacques Debout. Mais je le dois, cet esprit... à la chance d'avoir rencontré, c'est vrai, quand j'ai fait le concours organisé par l'Humanité à Montmartre, où Patachou était la présidente, d'avoir rencontré Charles Trenet, qui est venu vers moi, j'ai gagné le prix. Je chantais à l'époque en avril à Paris, parce que ça se passait le 1er avril, et j'avais choisi de chanter en avril à Paris. Et puis, je m'attendais pas à gagner, là, franchement. Il s'est amené avec... il est arrivé avec au bras une petite femme, que vous avez évidemment très bien connue. Madame Breton. La marquise, oui. Dit la marquise. Et puis, il m'a dit, écoutez, on ne se connaît pas bien, mais je suis Charles Trenet. Et je lui ai dit, monsieur Trenet, je vous ai reconnu. Et je vous remercie de prendre le temps de venir me parler et de me féliciter. Mais il me dit, vous savez, cet avril à Paris... vous la chantez beaucoup mieux que moi, vous devriez en faire le disque. Et la petite femme qui était là, Madame Breton, elle dit, oh, Charles, vous avez raison. Mais du reste, on va se revoir, monsieur, on va se revoir. Et puis, vous allez venir à l'édition. Et puis, si on ne trouve pas de maison de disque, tant pis, on vous produira. Et c'est ce qu'il a fait, ce que Raoul Breton a fait plus tard, quand j'ai chanté Les Boutons Dorés. Mon premier succès. Et c'était le point de départ de tout ce qui a suivi et qui va continuer le 30 novembre 2025 au Café de la Danse. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Jean-Jacques Debout. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Jacques Debout. Donc, je vous reçois il y a quelques mois pour le bal Blomet, pour une soirée d'adieu. Et puis, il se trouve que ça marche tellement bien que le 30 novembre prochain, vous jouez les prolongations pour cause de succès, si j'ose dire, au Café de la Danse. C'est vrai que ce succès, vous ne l'imaginiez pas au départ quand vous avez décidé de remonter sur scène. Ben non, parce que ça faisait à peu près 11 ans que j'avais pas revu la scène. Et puis, je me disais, oh, tu vas quand même sur 86 ans,
Vous savez, nous, on est un peu des clowns quelque part. C'est comme un clown qui fait le dernier tour en trop, quoi. J'avais pas envie de faire le dernier tour de piste en trop. Donc je m'étais dit, bon bah, tu vis à la campagne, t'es pas trop malheureux, tu écris encore pour Chantal et tu mets en scène ses spectacles pour ses tournées. Bah toi... tu vas la mettre un peu en veilleuse, et puis c'est pas en veilleuse, c'est carrément, puis personne. Parce que la dernière fois que j'ai fait chanter, c'était dans la tournée Ashton, oui, dont on a parlé tout à l'heure. Ben là-bas, à Istanbul. Oui. Et puis depuis, j'étais pas revenu sur scène, et le hasard a fait que M. Cornu, le directeur et le sauveur du Bal Blomet, m'a proposé de chanter un soir au Bal Blomet, et il y a eu un miracle. Oui, la salle pleine, oui, et le public ne vous laissait pas partir. Non, mais moi j'en revenais pas. Bon, je m'attendais pas non plus à ce qu'on me siffle, oui, mais je m'attendais pas à un succès comme ça. Donc prolongation au Café de la Danse, oui, qui est un lieu que vous ne connaissiez pas. Si, je le connaissais pour être passé devant. Oui. Et puis j'y avais vu il y a longtemps une chanteuse qui s'appelait, je ne sais plus malheureusement son nom. Si. Stéphane, oui. Oui, je l'avais vu chanter et je voyais où était le Café de la Danse parce que moi j'avais mes cousins qui habitaient rue Saden et dont le père avait une usine de décolletage rue Saden. Alors je me promenais dans tout le quartier et puis avec mon copain Jean-Paul Goude, on allait tout le temps à la foire à la ferraille. Donc je connais bien l'endroit, hein. Et là, une fois de plus, donc il y aura en première partie les classiques des Guinguettes et en seconde partie des chansons tirées de votre répertoire, mais là aussi le choix est difficile. Très, parce que je m'arrache les cheveux en ce moment, hein. Je dors pas beaucoup. Hein. Pourquoi? Mais parce que je me dis, si je mets celle-là, je peux pas mettre celle-là. Si je mets celle-là, elle va se contredire un peu avec l'autre. C'est très compliqué. Je fais un choix. J'ai pas encore décidé le choix complètement de la seconde partie de ce que je vais chanter parce que je sais plus où j'en suis. Mais en même temps, il y a les chansons et un récit toujours, car vous faites partie de ceux qui parlent sur scène entre deux chansons. Ah oui, mais si je parle pas, j'ai l'impression de... Non, c'est très important. Et puis, bah oui, puis j'aime parler, alors... et puis en plus... je raconte un peu ma vie à travers mes chansons. Exactement. Mais je me souviens de Tino Rossi qui ne parlait pas entre les chansons et qui dit un soir à son accompagnateur Pierre Spiers, ce soir je vais parler au micro. Donc il arrive sur scène, Pierre Spiers est étonné. Bien connu. Oui, et il dit, et Tino Rossi fait « Quelle belle soirée !» Et il se retourne vers Pierre Spiers et dit « On y va !» C'était le seul mot qu'il voulait lancer. C'est extraordinaire. Ah oui, j'ai bien connu Tino, je l'aimais beaucoup. Alors, parmi les chansons, moi, j'ai fait mon propre choix, parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse avant que vous le décidiez. Et il y a celle-ci, notamment, qui devrait être au programme. Qu'ils sont les Berlin, pour tous les enfants de Berlin, pour Marlène Dietrich, oui, parce que Marlène Dietrich est liée, elle aussi, à votre vie, Jean-Jacques Bien sûr. Elle m'avait vu par hasard le jour de son arrivée. Elle arrivait de New York, où elle avait triomphé à Broadway avec un tour de chant accompagné par cet homme formidable que vous connaissez, Burt Bacharach. Oui. Et Bruno Cocatrix va la chercher à Orly et il la met à l'hôtel... c'est un hôtel près de la rue de Berry. Oui, le Warwick ou le... Non, pas un autre, oui. Enfin bref, ça recommence. Mais enfin... un hôtel important où il lui avait pris une suite. Et puis, en arrivant dans l'hôtel, elle dit à sa secrétaire, qui s'appelait Marty Stevens, qui était la fille du producteur américain Stevens. Oui. Elle lui dit « Oh, je voudrais voir les nouvelles de la France quand même. Mais allume la télé. » Alors Marty lui dit je sais pas trop comment ça marche et tout. Appelle le concierge. Le concierge est monté... Et puis, il a branché la télévision. Le hasard a fait qu'elle est tombée sur moi dans une émission de Jacqueline Joubert qui s'appelait Le Magazine de la chanson, oui, et où je chantais Les Boutons Dorés. Et elle m'a regardé, étonnée, et elle a dit à Marty Stevens, qui me l'a répété après, Marty, « Tu vois, ce garçon chante une chanson qui aurait été très bien à Gabin quand il était jeune. Pourquoi
on n'appelle pas Bruno Cocatrix, pourquoi je ne le mettrais pas dans ma première partie à l'Olympia? Elle était venue 2 mois avant pour préparer ce fameux Olympia qui a eu lieu au mois de mai en 60, je crois. 60. Mais en même temps, elle était d'une précision incroyable. Oui. Elle repassait elle-même ses robes en coulisses avant le spectacle. Absolument. Elle vérifiait le rideau, il fallait que le Et rideau puis soit elle parfait. me maquillait parce elle m'avait vu à la répétition. Elle m'avait dit, vous savez, vous ressemblez sur la scène à un mort qu'on vient de sortir de l'eau. Au dernier moment, vous êtes trop pâle, vous allez fiche le cafard à toute la salle. Alors, venez 1 heure avant de chanter, moi je vous maquillerai. J'ai un make-up formidable américain. Alors elle me maquillait à chaque fois avant que j'aille sur scène. Marlène, c'était formidable. Une précision diabolique, effectivement. Et puis il y a une autre chanson, à mon avis, elle est obligatoire dans cette soirée au Café de la Danse. Pour un jour, une nuit, redeviens Virginie, laisse à ta vie pour vivre. Une chanson qui vous a donné envie, Jean-Jacques Debout, de faire un spectacle que vous avez mis 18 ans à créer. Oui, au Théâtre de Paris. Oui. On a monté la pièce et ça a eu, pendant 4 mois, ça a eu un très très bon succès. Malheureusement, je trouve que ça aurait pu se jouer plus et puis on n'a pas pu aller en tournée parce qu'il y avait des problèmes de production. Malheureusement, Jacques, vous savez très bien que les artistes, s'il n'y a pas un producteur solide qui les épaule, malheureusement, il peut arriver des petits incidents de parcours. Il y en a eu un, mais je ne désespère pas un jour de le remonter. Surtout que cette chanson, Génie, est née lorsque vous avez débarqué à l'île Maurice avec Johnny, je crois. Oui. En réalité, on allait à La Réunion, et puis il est tombé à faune en arrivant à La Réunion, donc son passage à Saint-Denis de La Réunion, dans le stade de Saint-Denis, a été remis d'1 semaine. Et pendant 1 semaine, on se disait, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis on avait trouvé un coiffeur très gentil qui allait se marier et qui avait un petit voilier, enfin un bon voilier, sympathique. Et il nous dit, mais pourquoi? Pendant 3 jours, le week-end, je pars à l'île Maurice avec mon voilier, je vous emmène, je vous invite, je vais vous faire découvrir l'île Maurice. Et on est arrivé sur une plage, et sur cette plage, il y avait marqué sur une pierre, très simplement, que c'était là, que s'était déroulée la fameuse tempête dans laquelle Virginie va y rester, où Paul essaye de la sauver, aidé de Domingue, ce fameux roman écrit par Bernardin de Saint-Pierre, qui l'a vécu et qui a écrit ce roman magnifique, Paul et Virginie, ce qui m'en a donné l'idée de faire une chanson que j'ai écrite dans l'avion qui nous ramenait à Paris. Et Johnny, quand j'ai fait le disque, quand j'ai fini de faire le disque, il avait amené le disque avec sa moto à Monique Lemarcy, qui, quand elle a entendu la chanson, elle a dit « Oh là là, quelle belle chanson, Jean-Jacques ». Moi, j'étais pas là, c'est Johnny qui me l'a répété. Et elle dit « Dites à Jean-Jacques que je vais vraiment lui programmer sa chanson et je dois ce succès aussi à Monique Lemarcy ». Et vous l'avez chanté à l'Olympia en 75, lorsque vous avez fait l'Olympia en vedette, avec en première partie un inconnu dont personne ne voulait, qui était Alain Souchon. Ben oui, j'avais demandé, oui, parce qu'on était dans la même maison de disques, RCA, et il avait déjà ce magnifique talent qu'on lui connaît. Et j'avais demandé à Bruno Cocatrix si on pouvait pas mettre Alain Souchon. Il m'avait dit, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais à la répétition, il y a eu un problème. Bruno Cocatrix est dans la salle et la répétition commence. Et à la fin du passage d'Alain Souchon, il me fait signe de m'approcher près de lui. J'arrive et puis il me dit, écoutez, Jean-Jacques, si demain soir, donc le lendemain, c'était la première, votre ami, Monsieur Souchon, vient chanter comme ça avec un pantalon bleu, un pantalon d'ouvrier, je vous dis tout de suite que je ferai baisser le rideau sur lui pendant qu'il sera en train de chanter. Alors là, je lui dis, Bruno, vous pouvez pas faire une chose comme ça. En plus, ça va être son premier passage dans un grand musical parisien. Vous pouvez pas. Ah, mais non, mais je vous promets. Alors, tout de suite, je suis allé voir Alain. Je lui ai dit, il faut que je te parle.
Et puis Alain, il m'a dit, bon, écoute, s'il veut faire ça, moi, dis-lui tout de suite que tant pis, je passerai pas. Moi, ça me dérange pas. Je lui ai dit non. Et puis, on a été rue Comartin, où il y avait un marchand de pantalons et qui vendait aussi des jeans en velours côtelé noir. Et je lui en ai offert un et Cocatrix n'a pas baissé le rideau sur lui pendant qu'il chantait. Dans votre dernier album, il y a une chanson sur Frida Kahlo qui sera bien sûr au programme. Ah bah oui. Mais il y a aussi une autre chanson qui évoque Barbara qui s'appelle Trop tard. Feront-ils de tant de fleurs maintenant qu'ils ne sont plus là? Feront-ils de tant de fleurs? C'est vrai que Barbara, c'est un souvenir cher à votre cœur. Vous avez fait plusieurs chansons avec elle. Oui. Il y a eu le Zinzin qui évoque un village du Burkina Faso et cette chanson Trop tard. Hopla. Et Hopla. C'est vrai que Barbara, elle a été une des premières à croire en vous aussi. Oui, oh, j'adorais. Mais Barbara, j'allais la voir à l'époque de l'Écluse. Et puis, j'attendais qu'elle ait fini son tour de chant. Et puis après, on allait manger un petit truc au bar du Chat qui pêche. Du reste, dans la chanson Hopla qu'on a fait tous les deux, elle en parle du Chat qui pêche. Et Barbara était une femme très drôle dans la vie. Très. Ce qu'on ne Mais sait pas forcément. Oui, elle était très drôle. Et puis, c'était une femme formidable. Enfin, ça veut rien dire de quelqu'un qu'il est formidable. Mais elle fait partie de ces artistes qu'on ne pourra jamais remplacer. Elle vivait la nuit dans une maison tout en noir à Précy-sur-Marne. Absolument. Et régulièrement, elle emmenait les enfants de Précy-sur-Marne dans un car pour venir voir les spectacles de Chantal Goya. Ah oui. Puis à la fin, elle montait sur scène, elle prenait Chantal dans ses bras, puis elle lui disait « Je veux partir dans la Lune avec toi », parce qu'il y en avait un où Chantal partait dans la planète merveilleuse. Alors, je veux aller sur ta planète merveilleuse avec toi, puis elle prenait Chantal dans ses bras. Moi, elle était Barbara, si elle nous entend, je pense tous les jours à Barbara. Et puis, dans ce récital, la chanson du final, qui j'espère n'est qu'un au revoir mais pas un adieu, au revoir mais pas adieu. Le rideau est tombé, mais moi je ne vous oublierai pas, même si chacun doit suivre sa route. Au revoir, mais pas adieu. Chanson destinée à Joséphine Baker que vous avez rencontrée tout petit. Oui. À Saint-Aignan, sur Cher, toujours sur l'île plage de Saint-Aignan-sur-Cher. Ma grand-mère était amie avec l'organisateur et elle était venue chanter. Et elle arrivait à l'époque tout droit de son château. Des Milandes. Des Milandes, bien sûr. Et puis moi, j'étais sur ma petite chaise, là, puis je la regardais chanter. Et à un moment, elle descend dans la salle, à un moment où elle chantait « Qui veut mon bouquet de violettes ?» Mesdames, c'est un porte-bonheur. Et elle avait un petit bouquet de violettes qu'elle offrait aux spectateurs, devant lequel elle s'arrêtait en chantant. Et puis elle s'est arrêtée devant moi, puis elle me dit « Oh, mon petit garçon, mais tiens, je te donne mon petit bouquet de violettes, mais quel âge as-tu » Alors je lui dis « J'ai 6 ans, madame. Et tu t'appelles comment ?»« Jean-Jacques Debout. » Oh, elle me dit « Avec un nom comme ça, tu feras sûrement quelque chose de bien. » Et puis elle m'a embrassé, et puis elle a continué son tour de chant. Et j'ai gardé le bouquet jusqu'à ce qu'il devienne de la poussière. Je revois mon père s'énerver à Saint-Mandé en disant à ma mère « Mais écoute, il a ce bouquet dans le verre, c'est devenu de la poussière, mais il est fou. » Et parce que je voulais pas m'en séparer. Et ma mère a été obligée après de... Voilà. Le 30 novembre, vous serez au Café de la Danse, mais on est tous d'accord pour dire qu'il faut continuer parce que vous êtes la dernière mémoire d'une époque, Jean-Jacques Debout. Oh. Ah oui. Oui, mais enfin, oui, peut-être, je ne sais pas. Bon, le 30 novembre au Café de la Danse, un récital, et puis d'autres peut-être en 2026. Oui, je pense qu'il y aura aussi peut-être le Théâtre du Palais Royal. On en parle en ce moment, enfin, mon producteur. Oui. Et puis voilà, si la vie veut bien, je referai encore quelques tours de chant, par-ci, par-là.
Eh ben, à chaque fois Parce qu'à 86 ans, on ne peut pas rêver non plus de... Hein? Non, mais enfin, vous êtes encore en pleine jeunesse avec plein de souvenirs intacts. Et chaque fois que vous ferez un récital, ben, vous reviendrez dans les clés d'une vie parce que côté mémoire, vous êtes intarissable. Merci. Merci Jacques Debout. Donc rendez-vous le 30 novembre au Café de la Danse. Dépêchez-vous de louer les dernières places. Et puis à bientôt. À très bientôt, Jacques. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.